Alors nous retrouvons donc Racine aujourd'hui, mais sous un jour un petit peu différent. Nous retrouvons aussi Anne Piéjus. Bonjour Anne. Bonjour. Et puis Jean-Pierre Vincent que vous connaissez tous bien sûr, qui est actuellement directeur du Théâtre des Amandiers, qui a été administrateur de la Comédie Française, et qui est ici plutôt sous l'avatar de metteur en scène, puisqu'il a mis en scène la saison dernière une Mithridate de Mozart au Théâtre du Châtelet, que nous avons tous vu et apprécié d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous parlions justement avec Jean-Pierre Vincent de ce passage de la tragédie de Racine à l'opéra seria de Mozart, et notamment du point de vue d'un homme de théâtre comme lui qui a travaillé sur ce sujet. Mais bon, il faut dire que ce Mithridate de Mozart est de 1770, c'est-à-dire à peu près 100 ans après celui de Racine qui est de 1673, parce qu'il faut toujours donner quelques dates quand même, et on change de règle. Alors, Mozart utilise un livret qui a déjà été utilisé auparavant, un livret de Vittorio Signasanti, qui a déjà été utilisé par un autre compositeur, mais ça c'était dans les mœurs de l'époque, ça ne gênait personne, de même qu'on pouvait dans l'opéra seria réutiliser des airs de soi-même ou même d'autres compositeurs. Alors comment se passe au niveau de la tragédie elle-même, Jean-Pierre Vincent, comment se passe cette transposition de la tragédie racinienne à l'opéra seria mozartien? Mais il y a deux aspects principaux. Je crois qu'il y a un aspect technique, il y a un aspect de technique littéraire déjà, et il y a ce qui concerne l'efficacité d'un mythe dans une société donnée, puis dans une autre. Je crois que dans les deux cas, on est dans une société assez différente. Le triomphe de la société Louis XIVienne d'une part, et les approches à travers l'époque des Lumières d'une époque nouvelle, du lien entre la philosophie, la politique et le monde. Bon. Sur le plan de la technique littéraire, il est certain que il y a, par rapport à une tragédie parlée, des élagages qui se font, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la tirade, de l'ordre de la puissance de la tirade dans Racine, est souvent résumé en termes de récitatif assez simple, assez factuel finalement, débouchant sur l'énoncé d'un sentiment qui, en 4, 6 ou 8 vers, va ramasser de façon extrêmement économique tout ce que Racine peut développer en plus large, en plus aéré. Parce que ça va être à la musique de prendre en charge ce que la prose ne dit pas. La musique peut raconter un certain nombre de sentiments extérieurs, mais elle raconte beaucoup des sentiments intérieurs, non dits et peut-être non dissibles d'un personnage à propos d'une situation. Alors cette prise en charge de la musique, justement d'une partie de l'expression du texte, Anne Piéjus, est-ce que c'est une trahison par rapport à Racine, pour vous qui est une racinienne fervente et fanatique presque? Fervente en tout cas. Non, je ne crois pas qu'on puisse parler de trahison. Ce qui est sûr, c'est que le remaniement du texte, bon, c'est évidemment le passage d'une tragédie française en 5 actes à un livret en italien, donc il y a le problème de la traduction et la réduction à 3 actes, mais je crois, pour prolonger ce que disait Jean-Pierre Vincent, qu'il y a une caractéristique aussi, c'est que finalement Mithridate, qui est un personnage historique, hein, bon, Racine dit au tout début de sa préface que c'est même pas la peine de raconter l'histoire de Mithridate parce que tout le monde la connaît, c'est plus tellement vrai de nos jours, mais la dimension politique de Mithridate dans l'opéra seria est encore plus diluée, je dirais, que dans la tragédie de Racine. C'est-à-dire que le vrai problème et le vrai nœud tragique, c'est un homme et ses 2 fils amoureux de la même femme. Et c'est sûr que bon, la décontextualisation, on passe d'une société française de monarchie absolue à une société italienne fin XVIIIe siècle, compte, mais c'est un peu l'universalité du nœud tragique de Mithridate qui fait la possibilité d'adaptation. Encore que, Jean-Pierre Vincent, je crois que vous aviez, dans votre approche du spectacle que vous avez présenté au Châtelet, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure, vous aviez trouvé un petit biais politique à partir du quintet final, que nous écouterons d'ailleurs à la fin de l'émission, qui était une petite, ce curieux quintet anti-impérialiste dont les paroles sont assez explicites,
écrit et sponsorisé par le pouvoir de l'époque. Alors il y a peut-être un couplet, je ne sais pas, anti-impérial plutôt qu'anti-impérialiste, on ne sait pas trop. Ce qui redonne un peu une dimension politique quand même aussi au Oui, à l'ouvrage. je crois que la dimension politique, comme toujours chez Mozart, et même déjà chez ce Mozart qui a 14 ans, elle se place dans un concept qui n'est pas au centre de l'activité politique au sens machiavélienne, qui est la clémence. Il y a une transformation dans la fable. Cignasanti fait que Farnace, le fils traître, trahit les Romains et revient dans le giron parthénène, alors que dans la tragédie de Racine, on va jusqu'au bout du noir, on va jusqu'au bout d'une catastrophe tragique. Il y a un besoin en 1770, au moment du siècle des Lumières, Mozart va devenir plus tard franc-maçon, va s'adonner à un certain nombre d'idées espérantes quant au devenir du monde, et il y a une tendance très claire chez ces intellectuels de la fin du XVIIIe siècle à essayer de trouver à travers les pires catastrophes, un débouché et un moment où les hommes peuvent se reprendre en main leur attitude pour fabriquer l'avenir du monde. Sappilo armate, io stesso, dopo il fatal conflitto, la fama di mia morte, confermar tra voi feci, a ciò che poi nel giungere improvviso non fossero gli oltraggi a me celati, che soffro, oh Dio, da 2 miei figli ingrati. Da 2 tuoi figli? Ascolta, in mezzo all'ira si fare da Farnace, giusto e ben ch'io distingua. Ma qui che si faceva? Forse hanno entrambi preteso amor dalla regina, a quale di lor sembra che Aspasia dia più facile orecchio. Io stesso a lei in quale aspetto ho da mostrarmi? Ah, parla, e quanto mai vedesti e quanto sai, fate sia noto a Mitridate ormai. Signor, Farnace appena entrò nella città, che impaziente corse a parlare la regina. A lei riporto il trono, con la destra disposa, offrendo il dono. E più, senza lasciarle tempo a spargere almeno le lagrime dovute al celer mio. E si fare... Finora, segno d'amore lui non vede, e sembra che degno figlio di Mitridate e voglia sol di guerra pensieri e di vendetta. Ma pure quale ninfea disegno la fredda, Quella di servarsi con la forza dell'armi e col coraggio, ciò che parte credere del suo retaggio. Questo è il minor premio che un figlio tal proporsi deve. A lui vanne erbate e lo accerta del paterno amor mio. Farnace intanto cautamente si osservi. Il real cenno io volo obbediente ad eseguir, che mai rivolgi in mente. Alors, voilà un grand passage de récitatif. Il y a beaucoup de récitatifs comme ça, Jean-Pierre Vincent, dans cet ouvrage. Et pour l'homme de théâtre, pour le metteur en scène, quel problème cela pose par rapport à ce que serait un travail sur un texte racinien, par exemple ? Bon, comme ce qui est quand même principal dans l'opéra, ce sont les airs. Hein. On n'est plus dans une sorte d'unité à la Monteverdi. Il y a une primauté du chanteur et donc de l'air. Les récitatifs sont plutôt ici informationnels. Leur valeur, je dirais proprement artistique, est fortement diminuée par rapport à l'équivalent dans une
dans une tirade ou un dialogue de Racine. Dans un dialogue de Racine, la musique est aussi dedans. Non seulement ça développe un sens, mais ce sens est appuyé sur un paysage sonore. Évidemment, ça l'est encore plus et de façon sublimement parfaite dans Phèdre et Bérénice, qui sont, à mon avis, 2 étages au-dessus de tout le reste de Racine, parce qu'il y a une perfection musicale de tous les instants, une sorte de liquidité admirable, où les phonèmes ont une sorte à la fois sont d'une sorte de tapis pour le sens et en même temps une indépendance extraordinaire. Bon, c'est de la poésie pure. Là, évidemment, dans les récitatifs d'une adaptation de Racine au XVIIIe siècle, c'est d'abord le sens qui prime. C'est-à-dire le sens informationnel. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a à dire ? Et on va vite à ce qui est, pour le metteur en scène, le plus gros problème, c'est l'aria da capo. C'est-à-dire un moment où on chante 6 ou 8 fois la même chose. Oui, Anne-Pierre Est-ce que je peux vous poser une question, Jean-Pierre Vincent ? Oui, alors, il y a une petite chose, je crois, qu'on peut préciser pour les auditeurs, c'est que les récitatifs avaient été expédiés par Mozart à l'avance. Et que comme cette toujours partie, à cette époque-là. bien sûr, cette partie fonctionnelle de l'opéra était paradoxalement celle dans laquelle le compositeur avait le plus de liberté, tandis que les arias étaient écrites en fonction c'était du sur laquelle chanteur. il était jugé. Hein. Le compositeur, à cette époque-là, Évidemment. envoyait à ce qu'on appelait, enfin je sais pas, le patron des plaisirs de la cour, c'est-à-dire à la fois un homme spécialisé dans les choses du goût et en même temps un censeur, on lui envoyait les récitatifs. Et c'était sur les récitatifs qu'il disait « Ok, on continue ». Et le compositeur ne composait les airs qu'après avoir rencontré les chanteurs. Et pour cause, Les oui. avoir auditionnés, avoir vu quel était le caractère de leur voix, leur caractère psychologique aussi. Ce qui fait que, par exemple, le rôle de Mithridate n'est pas écrit en vocalise. La plupart des airs de l'époque sont écrits en vocalise, avec des vocalises astronomiques. Le chanteur qui a créé Mithridate n'était pas un vocaliseur. C'était un chanteur dont la grande spécialité était les grands écarts. Une octave et demie passait comme ça. Bon. Et donc tout le rôle de Mithridate est écrit sur de grands écarts et sans vocalise du tout. Oui, d'où la tradition des airs de remplacement et la fameuse histoire du rôle de Don Ottavio. Plus tard, avec les airs de remplacement, parce que des chanteurs avaient des caractéristiques différentes. Mais pour parler des airs da capo, quel problème la répétitivité des paroles et le retour en arrière peut poser à un metteur en scène ? Je pense au grand da capo de Sifare, avec corps. Oui. Qu'est-ce que vous en faites ? Je crois que selon la teneur des airs, selon le sens de la situation, selon le sentiment intime qui anime le personnage, bon, vous avez déjà des airs qui sont allegrissimo, d'autres qui sont a tempo, d'autres qui sont adagio, etc., qui expriment des sentiments différents. Pour moi, j'ai essayé de me justifier à chaque situation qui comportait un air de ce type-là. Pourquoi une personne, un être humain, femme ou homme, répète plusieurs fois la même chose ? Pourquoi dans la vie bégayons-nous aussi un certain nombre de nos sentiments et de nos dires ? C'est parce qu'on pense que la personne à qui on s'adresse n'a pas compris, ou qu'il faut le lui répéter, ou qu'elle est folle, ou que je suis fou, ou que si je dis 5 fois de suite que je m'en vais et que je ne m'en vais pas, c'est que j'ai peut-être pas envie de m'en aller, mais peut-être que au cours de ces 5 fois répétées, ça n'est pas pour la même raison que je n'ai pas envie de m'en aller, parce que l'attitude de l'autre a changé. Donc je me suis raconté, en fait, sur chaque air, une sorte de roman. J'ai romancisé les airs. C'était toute une histoire. Et en fait, peut-être, et même sûrement, plus une histoire que celle des récitatifs, qui, elle, est factuelle et simple, et qui est la chose, au fond, la plus facile pour un metteur en scène. Alors, il n'y a plus que... Il y a des récitatifs, il y a des airs, il y a très peu d'ensemble, il y a un duo et le quintet final. Alors, ce très beau duo, qui est un duo entre Sifare et Aspasi, je voudrais qu'on l'écoute, chanté ici par Cecilia Bartoli et Nathalie Dessay, sous la direction de Christophe Rousset.
Ce magnifique duo de Siffare et Aspasi, chanté par Cécilia Bartoli et Nathalie Dessay, avec les talents lyriques et Christophe Rousset au public. Alors juste, nous arrivons malheureusement vers la fin de cette émission quand même déjà, et je voudrais vous poser une ultime question, Jean-Pierre Vincent et Yann Piéjus, avant d'écouter ce petit quintet final, là, ce petit chœur joyeusement anti-impérialiste, comme vous l'aviez qualifié, Jean-Pierre Vincent. Je voudrais vous poser une dernière question. Que reste-t-il finalement de Racine dans ce Mithridate ? Pour moi, pas grand-chose. En tout cas, j'ai écouté la musique et je ne me suis pas posé le problème. J'ai monté ce qui sortait de cette musique. Ce qui reste, si quand même, c'est un formidable scénario. C'est-à-dire que, bon, il y a bien sûr l'histoire de Mithridate, on peut la raconter, c'est un scénario déjà. Mais je pense que ce livret est supérieur à tous les autres livrets de l'époque parce qu'il est assis sur une structure extrêmement forte de récits tragiques, et ça vient de Racine, parce que Cigna Santi a suivi Racine même de très près. Oui, parce que c'est certainement l'opéra inspiré par Racine qui est le plus proche de Racine. Vous êtes de cet avis, Anne Piéjus ? Oui. Je pense que ce qui influence beaucoup le jugement, c'est évidemment la présence du lieto fine dans le livret italien, alors que la fin du Mithridate de Racine est tellement forte, tellement sombre, tellement tragique. Le dernier terme, c'est vengeur quand même. Tandis que le lieto fine et puis le quintet final adoucissent et en même temps donnent cette dimension politique. Le lieto fine, c'est ce qu'on appelle en anglais le happy end, une fin heureuse en français. Tandis que, je crois que ça influence beaucoup notre perception de la chose. L'application politique chez Racine est, à mon avis, plus subtile et plus lointaine. La grande différence, au fond, entre le livret de Cigna Santi et Racine, c'est le développement du personnage d'Ismène, qui est un personnage pacifique et pacifiant, typique du XVIIIe siècle et du siècle des Lumières, sur lequel moi j'ai travaillé. C'est ce qui m'a le plus intéressé. C'était Ismène, le personnage a priori emmerdant. Et qui complique terriblement les amours, puisqu'elle alors est amoureuse de Farinacci. Je trouvais qu'il y avait des choses merveilleuses dans la musique et que ça n'était pas l'expression simplement un peu molle, morbida, comme on dit en italien, d'un désir de paix, mais un combat continuel pour la paix au milieu de gens qui ne veulent que la guerre.
Et ce combat, il reste malgré tout au cœur de l'œuvre de Mozart, comme au cœur de celui de Racine. Jusqu'à la fin des Racine. opéras de Mozart, ce combat restera. Il restera vrai. Alors, la musique, nous reviendrons demain, Anne Piéjus, sur des musiques plus raciniennes. Est-ce que vous la trouvez quand même, c'est une musique différente, mais est-ce qu'elle, pour vous, elle est quand même une musique à la hauteur de la grandeur de la tragédie de Racine? Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est un autre chef-d'œuvre. Il ne s'agit pas de départager la Oui, c'est tragédie une et autre l'opéra. civilisation. C'est autre chose, c'est une autre époque, c'est un autre style, d'autres exigences. Il y a cette complication des amours. Il y a le personnage du coup de Farnace qui est peint de façon très différente. Non, c'est autre chose. Non, je ne trouve pas du tout la musique racinienne. Je trouve magnifiquement mozartienne. Donc deux univers parallèles, deux univers qui se complètent et qui vivent l'un à côté de l'autre, mais finalement dont aucun ne prend de suprématie sur l'autre. Alors, pour terminer cette émission, je vous propose donc d'écouter ce petit quintet joyeux, cette fin heureuse du drame, petit quintet donc joyeusement anti-impérialiste. J'aime beaucoup cette terminologie trouvée par Jean-Pierre Vincent qui conclut ce Mithridate de Mozart. Voilà, toujours sous la direction de Christophe Rousset. Le dernier mot, c'est liberté. Liberté, voilà, ce petit quintet final de Mithridate de Mozart. Je vous remercie Jean-Pierre Vincent et Anne Piéjus d'avoir participé à cette émission. Demain, nous nous retrouvons avec Anne Piéjus. Alors cette fois-ci, nous retournons à Racine et aux musiques de l'époque avec l'idylle de la paix et les cantiques spirituels. À demain. À demain, merci Gérard Manoni. Votre matinée se poursuit à l'écoute de France Culture.